Confortable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, notre dernier épisode de l'année. Ce sera un peu festif, un peu rétroactif, un peu prospectif, en tout cas certainement. Radioactif. Wow, Phil est en forme. On a décidé de faire un petit exercice de nouvelles en revue de l'actualité, comme on le fait d'habitude, mais on a chacun préparé des nouvelles puis on se les est pas dites. Oui, c'est ça. Fait que je te laisse les honneurs, Philippe. Oui, en fait, dure année pour le gouvernement Legault. Faut pas se le cacher. Le gouvernement Legault s'est enfargé dans plusieurs dossiers. Là. En ce moment, ou au moment où on se parle, on n'a pas de nouvelles pour la grève des enseignants. Après ça, le secteur de la santé avec la réforme de rendu à la Dubé. mi-décembre, honnêtement, c'est quoi les chances qu'ils arrivent à une entente et qu'ils reprennent une journée de travail? Ben, dans les derniers jours, M. Legault a quand même dit on va retourner à l'école lundi, mais il s'est mis le pied dans la bouche comme ça dans plusieurs dossiers. Dis-moi une chose, puis comme je te dis, je suis loin d'être un expert des grèves, mais dans l'éventualité où il n'y avait pas d'entente là, au moment où l'école finit, là, qui doit être sometime là, à la mi-décembre, justement, est-ce que pendant la période des fêtes, là, les profs ne seront pas payés non plus? Là? Ils ne sont pas plus payés, non. Fait que là, ça va faire comme quand la faire session parlementaire semaines, va réouvrir là, le 11 janvier, là, je sais pas quoi, ou le 15 janvier. Ça pourrait aller jusqu'à 8 à 12 semaines. Puis là, ils vont repartir les négociations. Ouais. Fait que c'est terrible. Là. Ben, Serais-tu capable de te priver de 2 mois de salaire, non, toi, Phil, pas dans du la tout, vie? Non. Tu gagnes bien ta vie, mais quand même, ça, 2 mois de salaire, d'aucune façon. Puis, tu sais, il y l'enfer. en a qui n'ont pas eu de salaire. Deuxièmement, on parle beaucoup du salaire, mais le retard que les jeunes vont avoir à rattraper, tu sais, il y a des jeunes en ce moment qui n'ont pas eu d'école depuis un mois, là. Tu sais, ça se rattrape pas en criant ciseaux, là. Tu sais, c'est pas simple. Alors, moi, je pense que les négociations advenant qu'il n'y avait pas d'entente, vont continuer durant les fêtes. Il y a littéralement du monde qui vont travailler. Là. Ils n'auront pas le choix. On a vu que le ministère de l'Éducation a annulé son party de Noël en catimini à la dernière minute. Pas trop dans un mood festif, c'est mettons. Ça, je te là, dis. Puis, tu sais, je pense que les ministres qui sont, et ceux qui sont tout voir, là, la CAQ va être un peu plus discrète avec la dinde de Noël. Oui, sans doute. Ceci dit, Phil, tu as starté ça. Là, on est rentré dans le piège de la grève, là, mais tu disais que ça a été une année difficile pour la CAQ. Vrai. En même temps, il y a quand même eu, du point de vue strictement économique, là, quand même des bonnes nouvelles, on va se le dire. L'économie, non, mais je veux dire, l'économie va moins mal qu'on pensait. Il y a eu même des trimestres de surplus. La mise à jour économique, elle a permis de libérer des sommes pour certaines affaires. Je réitère, là, les profs sont pas contents puis ils ont raison, mais mon point, c'est que ça aurait pu être pire économiquement. Là, je parle juste des données. Puis évidemment, bon, je sais que tu es très opposé à ça, mais on va dire en termes d'activité économique, la filière batterie là, à laquelle tu es quand même opposé, mais il y a quand même eu des efforts, là, qu'on soit pour ou contre. Il y a une activité intelligente, là, qu'on peut dire que c'était un peu à côté de la... Est-ce que le ministère de l'Économie a joué son rôle? Oui, il a joué son rôle. Ça, c'est mon opinion propre, mais peut-être qu'on a mis ses œufs trop dans le même panier. Ouais, mais on voit pas beaucoup des autres œufs. Hein. Ceci dit, il y en a beaucoup d'autres industries dans lesquelles le MEIA investit puis qui sont sous le radar parce qu'on obsède un peu sur... Parce que les transactions sont tellement grosses. Là, c'est des 5 milliards, 3 milliards, alors que souvent, les autres industries, c'est 3 millions, 2 millions, 7 exactement. millions. Mais en espérant que tout ça... Mais encore une fois... Le gouvernement Legault a eu de la difficulté. Les sondages le démontrent. J'espère qu'en 2024, il va y avoir une accalmie de ces grèves-là parce qu'il pourrait en avoir d'autres pour ton information. Mario Dumont a essayé de me faire à croire là, que peut-être que Fitzgibbon était tanné puis qu'il allait démissionner là, en 2024. Tu penses quoi de ça, toi? Vraiment, je ne le connais pas personnellement, mais l'archétype là, de cette personne-là, l'archétype, c'est des gens qui aiment le pouvoir.
Oui, mais je pense qu'il aime aussi réaliser des choses. Ouais, pouvoir réaliser des choses. T'as pas l'impression que de quitter là, en 2024, ce serait comme. Non, c'est pour ça que je te dis. Non, mais je pense pas, moi, qu'il va quitter d'aucune façon. Ah non, OK, c'est ça. Okay. Il va pas quitter d'aucune façon. Bon. Il a parlé du projet de batterie comme étant le plus gros projet du Québec à vie. Est-ce qu'on prend un pari? Un pari, oui, moi je suis prêt. Toi, tu penses qu'il va partir? Ben, on prend un pari juste parce que les auditeurs vont nous retrouver le 15 janvier puis ils vont être hey, votre pari. Je te propose de parier 1 millième de Bitcoin. Je sais même pas combien vaut un Bitcoin, là, mais c'est un bet de combien en dollars? Là, écoute, you do your math. Et je te laisse jusqu'à la fin de la chronique pour te décider. Okay. Autre nouvelle, moi, qui me fascine de ces derniers jours, c'est peut-être un peu loin de Legault et tout ça, mais ça reste politico-économique. En Argentine, t'as-tu suivi cette affaire-là? Oui, j'ai vu. Puis en plus, t'as fait une super chronique là-dessus. Malade, cette histoire-là. Donc, écoute, je suis ni droite ni gauche, bien au contraire, mais bon, c'est quand même... ça fait des années qu'il y a un espèce de parti pérennes, là, les péronistes, justement. Là, un peu comme les libéraux ici, là, qu'on pensait que ce serait. Ils sont là depuis forever. longtemps. Et là, tu as cette espèce de fou malade mental qui est d'ailleurs un économiste de formation. Je sais pas si ça fait honneur ou déshonneur à ma profession, mais donc Javier Milei qui vient d'être élu. Le gars, carrément, en élection, là, il envoyait chier le monde. Là, comme, c'était comme des fuck you, puis toutes sortes d'affaires. Il propose d'abolir la moitié des ministères, dont, si j'ai bien compris, le ministère de l'Éducation. En tout cas, je sais pas comment ça va fonctionner exactement. Donc, le pays, évidemment, est aux prises avec de l'hyperinflation depuis très longtemps. J'écoutais des balados fil à ce sujet-là, là, les détaillants en Argentine, à tous les 2 ou 3 jours, il faut qu'ils refassent les étiquettes de prix de tout ce qu'il y a dans le magasin, mais genre pour doubler le prix, là, tu comprends? On va augmenter de 10%. Parce que, évidemment, les intrants, il y a 160-180% d'inflation annuelle. Fait que, nous, on déchire nos chemises pour des 8. Le Venezuela a connu ça à plusieurs reprises. Moi, j'ai connu ça en Roumanie en 89, 1989, à la chute du communiste. Ouais. Moi, j'étais allé en Roumanie la première fois en 95. Et là, tout était fucké, parce que... Ils savaient plus qu'est-ce qui valait quoi. Puis tu pouvais avoir des oranges, là, si je le traduis en dollars canadiens, 2 détaillants, tu avais des oranges à 4 piastres, puis l'autre à 18. Le monde avait comme perdu la notion de leur propre monnaie. Intéressant. Alors, mais ça va être à surveiller, ça, parce qu'il y a beaucoup de pays... Est-ce qu'on peut considérer l'Argentine comme un pays en émergence? Oui, ben ils ont un PIB per capita de 10 000 US, puis le Canada, c'est plus comme 40 000. Fait que c'est quand même. C'est en émergence. En développement. C'est pour ça que je te dis que. C'est un pays. C'est pas. Ouais. Puis c'est un pays qui a des ressources. Honnêtement, je ne connais pas. Du très bon bœuf. Non, mais, ils ont-tu du pétrole, du gaz naturel, du café? Je sais pas. Pas tant que le Brésil. C'est pour ça que je te dis, dans ce temps-là, c'est difficile en tabarouette, quand t'as rien à exporter. Non, c'est ça. Puis ils sont excessivement endettés. Et donc, la solution pour lutter contre cet endettement, ça a été d'imprimer de l'argent. C'est la stratégie de beaucoup de ces espèces de gouvernements là, un peu bananiers. Là, tu sors la planche à billets, puis là, tu dévalorises la monnaie nationale. Le peso, là, le monde, il se fout... Même en Argentine, là, le peso argentin, les gens, ils se foutent de la gueule de la monnaie parce que, je veux dire, d'un jour à l'autre, ça vaut plus rien. Là, donc, et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a pas mal de transactions. Donc, notamment, si tu veux t'acheter une maison ou même plusieurs voitures, des biens là, qui sont pas tes oranges, là, les gens payent en dollars US, en fait. Parce que, t'imagines, entre le moment que tu fais ton offre d'achat sur ta maison à Candiac puis le moment que tu passes au notaire, la maison, elle a doublé de valeur. C'est comme un peu difficile à suivre. Là, combien t'empruntes à la banque? Il y a d'autres pays qui je sais pas comment ils réussissent à faire ça, mais prends les Bahamas. Puis j'ai su ça dans le scandale de FTX. C'est que le dollar du Bahamas est comparé uniquement au dollar américain. Ils se sont comme collés sur le dollar américain. Javier Milei, il veut dollariser l'économie argentine. Donc, puis ça va être très difficile à faire parce que pour dollariser, il voudrait que la monnaie nationale du pays, l'Argentine, soit le dollar US. Faut faire ça au Canada. On en reparlera au retour des fêtes, mais non. Mais il veut faire ça. Mais donc, pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies en réserve une certaine quantité de ce dollar-là. Parce que si tout le monde va retirer ses économies, il faut que tu sois capable de leur donner. Tu comprends? Sinon, ça crée un genre de bank run. Et donc, ça voudrait dire, là, selon ce que j'ai compris, que l'Argentine devrait trouver 40 milliards de dollars US. Puis comme c'est un pays, comme je dis, hyper endetté, qui n'a plus vraiment des bonnes relations avec le FMI puis la Banque mondiale, il n'y a personne qui va leur prêter 40 milliards.
milliards US. Ceci dit, funny thing, puis on va finir là-dessus, selon toujours le New York Times dont j'écoutais la balado, les Argentins qui donc ne peuvent pas vraiment épargner parce que la valeur de la monnaie se déprécie tellement vite que ça sert à rien de mettre des pesos dans un compte de banque. Le lendemain, ça vaut 3% de moins, puis un an après, ça vaut la moitié. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les Argentins? Ils ont des dollars US cash, puis ils les mettent littéralement sous le matelas, dans des coffres forts. Donc, c'est la réserve de valeur absolue. Et il y aurait, dans des matelas, sous les oreillers, 200 milliards de dollars US en Argentine, genre stashés. Il faudrait juste trouver une façon de faire ressortir ça des oreillers et des matelas. Mais là, il y a tout un jeu psychologique qui va se jouer. Puis Javier Milei, il est comme un peu crazy. Fait que je sais pas s'il va avoir la crédence, la conviction, puis la confiance du public de ressortir cet argent-là des cachettes aux quatre coins du pays. Autre chose, tu sais, il faut pas. Je pense que l'année a été parsemée par de nombreux hausses de taux d'intérêt. Oui, je pense que ça a été la fin. Oui, ça a été la fin, mais on a vécu la nouvelle. On a vécu les hauts taux, là. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va avoir frappé les gens en 2023. Il y a eu l'inflation aussi, l'augmentation, l'inflation qui s'est particulièrement fait sentir en épicerie, pour les gens, au niveau des aliments. Je pense qu'il y a eu un temps aussi en 2023, les voitures qui avaient augmenté, les voitures usagées. Je pense que ça c'est stabilisé. Ça augmente encore, étrangement, mais oui, ça s'est stabilisé. Puis c'est intéressant parce que les voitures puis les maisons combinées, souvent, c'est plus que 50% du revenu des ménages. Hein? Fait que quand ces deux biens-là augmentent très rapidement, malgré une inflation qui a été plus stable dans toutes les autres catégories de biens, ça fait très mal. Puis ça fait surtout très mal aux ménages les moins nantis. Parce que c'est sûr que si tu gagnes 200 000 $, la proportion de tes revenus que tu mets dans une voiture, dans un logement, est probablement moins que si tu en gagnes 20 000 ou genre 100% de ton revenu va dans la mobilité et le logement et l'épicerie. Donc éventuellement, ça fait plus mal aux ménages les moins nantis. Puis c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour atténuer la douleur de ces gens-là au bas de la pyramide des salaires. Là, ouais. Je pense qu'en termes d'actualité, c'est rapide, mais ça fait le tour. Je pense que l'année 2023, si j'avais à la décrire, moi, elle a été difficile. Ouais. Elle a été difficile, oui. Au niveau économique. Pour toi, pour l'économie? Je pense qu'au niveau économique, je pense que c'est, honnêtement, là, par rapport même à la pandémie, c'est l'année la plus difficile que j'ai vécue depuis 2020. J'ai eu de très bonnes années avant ça, mais je pensais qu'en 2020, on l'avait eu difficile. 2023, le retour du balancier d'un paquet d'affaires ont fait en sorte que moi, comme entrepreneur, ça a été mon année la plus difficile depuis 2019. Ouais, c'est drôle, puis je vais te donner peut-être une lecture plus théorique, mais encore une fois, aux États-Unis et au Canada, toutes les données montrent que l'inflation diminue, que les salaires ont quand même augmenté là, de 5%. Non, mais puis tu le sais comme entrepreneur aussi. Mais je lisais ces derniers jours, l'endettement des ménages a diminué. L'épargne n'est pas aussi pire qu'on pensait. Elle n'a pas diminué aussi pire qu'on pensait. Tous les indicateurs. Puis j'ai même lu une autre étude qui disait, parce qu'on pourrait dire, c'est juste les riches qui se sont enrichis. Non. Les gens, les moins nantis aussi, leurs conditions de vie, leur pouvoir d'achat, tu sais. Sauf que on a comme ce sentiment que ça va mal. Les médias dont on fait partie, tu sais, transmettre une donnée d'inquiétude, d'incertitude. Et c'est comme bizarre parce que objectivement, ça va pas mal. Là, et encore une fois, comme tu dis, on a le sentiment que ça a été une année économiquement très difficile. Moi, Phil, personnellement, je veux dire, j'ai eu un bébé à la mi-2022. J'ai été sur le RQAP, ma blonde aussi. Fait que tu prends une cote de salaire. J'ai acheté une maison en 2022 à taux variable. J'ai mis 20% de mise de fonds, mais j'étais quand même au plus haut de mon endettement, qui est passé à 6,6%. Donc, ça a fait très mal. Et donc, c'est sûr que ça a été une année où je me suis pas j'ai pas battu des records là, d'épargne et tout ça, mais je pense que j'en parlais avec un entrepreneur, un ami à moi là, ça va avoir été une période où 2024, toute proportion gardée, va nous sembler plus facile. Ouais, exactement. Les taux vont rebaisser, l'inflation va se normaliser, les salaires vont continuer à augmenter un petit peu quand même, le pouvoir d'achat va se restabiliser à un nouveau niveau. Puis tu sais,
Oui, le yogourt va continuer à coûter 7 piastres le pot, mais tu vas gagner 3, 4, 5 000 piastres de plus que l'année d'avant. Puis à un moment donné, on va se faire au fait que maintenant... Le yogourt, la livre de beurre coûte 9 piastres. C'est ça, mais tu sais, si tu gagnes 2 000 piastres de plus, ben tu peux t'acheter plus de livres de beurre. Fait que voilà, c'était une petite revue express de l'année 2023. Alors, c'est notre dernière de 2023. On vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute. On se rejoint en 2024. Écrivez-nous pendant les fêtes. Écrivez-nous pendant les fêtes, on adore. Attentif à ça, puis on reprend donc le 11 janvier. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. C'est notre dernière émission. Merci d'être avec nous pour ce segment entrevue. On fait une dernière de l'année, mais on se retrouve en janvier, n'est-ce pas? Et pour ce faire, on fait rétrospective prévision là, avec nos invités ce soir. Donc, on est avec Isabelle Melançon, qui est une habituée du show. Elle est la présidente directrice générale de l'Institut de développement urbain, qui est selon ce que je lis souvent dans les médias, le lobby des promoteurs immobiliers. C'est-tu correct de dire comme ça? C'est très correct. Voilà, donc des promoteurs-développeurs, donc vraiment de l'industrie immobilière québécoise. Oui. Hein, on fait souvent Montréal, mais c'est pas juste à Montréal. C'est sur l'ensemble du territoire. Voilà, et elle me racontait qu'elle avait habité plusieurs années à Bécomo, donc je salue mes amis de la Manicouagan. Un passage de ma vie que j'ai adoré. Je dois les saluer aussi, les gens de Bécomo. La ville de Bécomo a déposé une stratégie de construction de 600 logements, ce qui à l'échelle montréalaise c'est comme un peu drôle, mais pour eux c'est très significatif. C'est immense. Et donc, bref, il y a des villes qui font des choses. Parlons-en justement, on termine le 2023. Les nouvelles ont été comme de mal en pis, on dirait, à mesure que l'année progressait. Autant, le taux d'intérêt, on connaît la game, mais les prix dans le locatif, les mises en chantier. Je voulais un peu t'entendre, Isabelle, pour les ménages, pour les développeurs, les promoteurs, tout le monde a vécu ça difficilement. C'est comment de l'intérieur? Quelle année difficile. Ouais. Quelle année difficile, bien sûr, pour les développeurs. Bien entendu aussi pour ceux et celles qui cherchaient un logement, là, tout simplement. Ça devenait très ardu. Bon, on le sait. Là, il y a eu 10 augmentations du taux directeur en 18 mois. Ça a été très agressif. Ça a été très difficile pour la conjoncture économique. Très difficile d'obtenir des prêts aussi auprès des institutions financières qui sont devenues plus... Chicken, un peu plus... Oui, mais disons qu'ils étaient... Oui, tout à fait. Les conditions ont changé. Les conditions de prêt ont complètement changé. Mais en même temps, entre janvier et juin, ça a été de très petites augmentations. Les règles du jeu, on les connaissait quand même pas mal à la fin de l'année 2022. Oui, tout à fait. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est bien entendu l'augmentation du coût de construction. On parle de 30 % d'augmentation en 2 ans. Ça fait très, très mal. Donc là, on a vu, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un ralentissement complet des mises en chantier. Un recul de 58 % des mises en chantier pour le Grand Montréal. Puis ce qui est inquiétant actuellement, c'est qu'il n'y a pas de demande de permis qui sont déposées. Donc non seulement il y a eu un ralentissement, mais on ne voit pas d'éclaircie, on ne voit pas que ça va redémarrer. Des nouveaux logements qui s'en viennent. Alors qu'on en a besoin. Là, la SCHL, on se l'était dit, puis je me rappelle même, Francis, que tu m'avais dit 1,2 million d'unités. Puis là, tu m'avais dit au Canada, puis je t'avais dit non. Au Québec jusqu'en 2030, là, c'est ce que ça va prendre. Mais juste à la ville de Montréal, toutes les demandes de permis sont payantes. Là. C'est un manque à gagner extraordinaire. C'est gros, là, ce qui manque. Exactement. Donc, dans les coffres de la ville, pour les développeurs actuellement, ce qui est compliqué, c'est qu'on devrait sortir à peu près 164 000 unités de logement si on veut répondre. Par année. Oui, par année, pour répondre à la SCHL, à la demande. Actuellement, cette année, on n'aura pas atteint le 37 000 unités qui seront sorties de terre sur l'ensemble du Québec. Donc, la problématique, c'est que tant et aussi longtemps que l'aiguille ne va pas bouger, plus ça va aller, 2024, 2025, 2026, 2027, ça va juste devenir encore plus ardu pour les familles qui cherchent actuellement du logement. Dans la vie d'un développeur promoteur d'une entreprise qui achète des terrains et qui construit du logement, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Là, une année comme ça, tu fais rien? Tu regardes le ciel, tu tournes les pouces, tu fais des plans? Mais je veux dire, concrètement, ils ont du staff, ces gens-là? Tout à fait, mais il y a des mises à pied qui
sont... des mises à pied, on Bien en parle sûr. peut-être moins, justement, là, mais tu sais, ces gens-là qui ont l'habitude de, je sais pas, faire 1000 unités par année, une année qui en font 0, ils mettent des gens à pied, forcément, non? Ben assurément. Puis c'est amorcé, malheureusement. Puis c'est pas chez nos plus petits. Donc, chez des constructeurs assez importants, il y a des mises à pied actuellement, ce qui n'augure pas bien non plus pour le début de l'année 2024. Là, on le sait, là, le fédéral a annoncé Plusieurs mesures. Oui, plusieurs mesures, dont l'exemption de la TPS sur les unités locatives qui sortiraient de terre. Nous, on a applaudi cette mesure-là. Il y a des provinces qui ont été très, très, très rapides à répondre à l'appel du fédéral, notamment l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, en disant on va faire l'exemption de la taxe il en manque provinciale. une dans cette liste. C'est parce Il manque le on a Québec. dépensé tellement d'argent dans la filière batterie qu'on on a besoin de la TVQ. Phil et Mais moi, on a ce running debate sur les autos électriques. Mais dis-nous donc, Isabelle, bon, il y a sûrement plein de raisons pour lesquelles le gouvernement Legault ne le fait pas. Mettons qu'il le faisait demain. Ouais. Là, c'est beaucoup d'argent. C'est une question d'argent. C'est beaucoup d'argent, j'imagine. C'est des milliards de dollars. Ben, la de manque à problématique, gagner, bien sûr, la problématique actuellement pour sortir du logement de terre, c'est que mathématiquement, ça tient pas la route. Si je construis actuellement, celui qui va acheter au bout de la ligne, là, il va dire, ben non, j'achète pas à ce prix-là, c'est ben trop cher. Plus Ou je 5%, ne louerai pas. Oui, 6-7% de taux de financement. Ouais. Exactement. Donc, de un, je dirais que c'est vraiment pas l'idéal de ne pas aller de l'avant avec l'exemption de la TVQ, mais aussi, c'est la fuite des capitaux. Actuellement, là, les fonds capitalisés que l'on connaît, qui sont pan-canadiens, qui se disent, OK, demain matin, là, j'ai de l'argent à aller investir pour du logement. Je vais aller à une place où, en partant, je vais faire du 8 de rendement. S'il n'y a pas la taxe provinciale du côté de la Colombie-Britannique, de l'Ontario ou dans l'est du pays, bien, c'est sûr qu'ils vont s'en aller là-bas. Et de retrouver ces capitaux-là à court, moyen, voire même long terme, ça va être compliqué. Donc, on envoie le signal au gouvernement du Québec en disant il y a le budget qui s'en vient. C'est Ils ça, ont j'allais te manqué. demander, avez-vous encore espoir que ça se fasse ou c'est comme... Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus, OK, mais j'ai travaillé là-dessus pour la mise à jour économique. OK. Malheureusement, Ça a on n'a été- pas vu. On le sait, mais pour le budget. Donc le chien n'est pas mort, là, si je peux dire ça. Le ici, chien n'est pas mort. sur En la tout cas, TVQ, là. on espère. Là. Il est peut-être sur respirateur, mais on espère un miracle. Revenons à une échelle peut-être plus proche de nous. On est les deux des compañeros de la Rive-Sud. Hein? Moi-même, je suis dans le village gaulois de Saint-Lambert, Oui. l'agglomération de Longueuil. Et on a justement appris ces derniers jours que la mairesse Catherine Fournier et son équipe, ils ont déposé une stratégie d'habitation. Tu sais, je suis un fan de stratégie d'habitation, Isabelle, Oui. tu le sais. Et je l'ai bien aimé, sa stratégie. Ouais, tu hoches de la tête. Selon plusieurs médias, là, puis je ne fais que citer, mais c'était quand même assez diamétralement opposé à la stratégie montréalaise, on va dire. Puis là, moi, j'avais toujours l'impression que, tu sais, je veux pas personnaliser ça, mais tu sais, Catherine Fournier et Valérie Plante semblaient s'entendre sur bien des choses, mais clairement, sur l'habitation, sur le logement, ils On est crèchent pas à la ailleurs. même enseigne. Peux-tu nous dire en 2 mots pour toi, là, qu'est-ce que ça veut dire un document? Puis tu sais, sans rentrer dans chacune le détail. des clauses, là, mais un truc comme à Longueuil, là, qu'est-ce que ça va faire concrètement? Ouais. À Longueuil, puis Catherine Fournier, j'étais avec elle pas plus tard que la semaine dernière sur un panel à Cyrano. Et ce qu'elle a compris et ce que les gens de Longueuil ont compris, c'est que ça prend pas le bâton, ça prend la carotte actuellement. Parce que des bâtons là, dans les roues, les développeurs, ils en ont suffisamment. On parle bien sûr de la conjoncture économique actuellement, mais aussi avec les règlements, avec les processus, la longueur avant d'obtenir un permis de construire. C'est vraiment le parcours du combattant à chaque fois pour un développeur. Puis Longueuil, on dit un instant, on va revoir les processus, on va revoir comment est-ce qu'on peut attirer des développeurs parce que sans développeurs, là, il se fera rien. C'est ça actuellement que j'envoie comme message. Si on ne donne pas un coup de pouce actuellement
aux promoteurs pour qu'on puisse sortir du logement de terre, bien, il s'en fera pas du logement. Ça sera pas la venue d'argent comme le 1,8 milliard de dollars qui a été investi fédéral et provincial, parce que c'est 900 millions de la part de chacun des gouvernements. Mais c'est super, là. Faut en faire du logement social. Mais honnêtement, quand on calcule combien ça fait à chaque année, parce que c'est 8 000 logements sur 5 ans, c'est 1 600 logements par année. C'est pas... Ben, c'est pas avec ça qu'on va arriver aux 164 000 unités de logement dont je vous parlais tantôt. Juste dans la région de je vais appeler ça la Montérégie, là, qui est plus grand que Longueuil, il y a 4 000 nouveaux emplois, batterie, pas batterie, qui vont se créer. C'est 4 000 familles de plus qui vont venir s'établir à quelque part entre Longueuil et les autres. Peut-être que des fois, les deux vont travailler à la même place. Ça pourrait être 2000 familles. 2000, mais c'est quand même 2000 logements. Là, tout à fait. Puis si je peux aller dans le même sens, j'arrive d'une tournée à Saguenay. OK. Je suis allée à Ville-Saguenay et là-bas, ils m'ont accueilli. Vraiment, j'ai été super bien accueillie par Promo Saguenay. Quand on reçoit une rockstar, on l'accueille comme une rockstar. Mon Dieu, vous êtes gentil. Mais ce que j'ai trouvé formidable là-bas, c'est que Rio Tinto est allé annoncer plusieurs milliards de dollars en investissement pour les nouvelles cuves. Oui. C'est formidable. Mais il y a les petites lettres en bas du contrat qui disaient « sous condition qu'il y ait du logement pour nos travailleurs ». Ça, c'est nouveau, là, dans des contrats de plusieurs milliards de dollars, de voir apparaître la clause du logement pour les travailleurs. Donc, à Saguenay, actuellement, ils disent, OK, là, on a besoin de logement de façon rapide. Est-ce qu'on est capable d'avoir des fonds? Tantôt, on parlait justement des capitaux. Est-ce qu'on est capable d'avoir des fonds qui vont pouvoir venir investir? Est-ce qu'on est capable d'avoir des promoteurs qui peuvent venir nous aider et venir aider nos promoteurs locaux, faire des alliances? C'est là que je travaille actuellement. La problématique va aller ailleurs à un moment donné. Je vais te donner un exemple. Tu parles de Saguenay. Moi, je fais partie de la relève d'un groupe industriel comme actionnaire. Puis, on a une usine à Alma. Puis, on a bâti un 8 logements. Okay? Puis, notre 8 logements, c'est pour mettre des travailleurs. Pur et simple. On l'a bâti avec notre argent. Ça fait 8 mois qu'on attend pour être branché avec Hydro. Ça va amener un autre problème. Parce que là, si on va... c'est comme l'a dit, il y a plusieurs obstacles institutionnels. Non, mais pourquoi ce monde-là, je comprends pas pourquoi c'est pas, au même titre que là, je veux pas tomber là-dedans, mais l'itinérance ou d'autres problèmes. Pourquoi qu'on n'assiste pas tous les intervenants, là, pas un genre de forum où on prend des belles photos là, pour les journaux, là, ça sert à rien, pour est-ce qu'on se paye du champagne, mais un vrai meeting de dire, il y a un fil d'Ariane, qui est responsable de quoi? Parce que nous, c'est con, là. On est sur le bord de monter une génératrice pour pas que... en fait, on a une génératrice pour pas que les tuyaux gèlent. Bien sûr. Tu pourrais acheter une voiture électrique, Phil, puis l'utiliser comme pour... bref. Je vous ramène, vous êtes très divergents tous les deux. Je vous aime. Revenons à nos moutons, toujours, donc notamment la métropole. Je parlais de la comparaison. Inversement, à Montréal, on le sait, il y a ce règlement pour une métropole mixte qu'on a aussi connu ou appelé le 20-20-20. Ça ne fonctionne pas. Puis encore une fois, je ne fais que citer, là, j'ai mon propre avis, mais mettons que je m'en tiens juste à ce qui est dit par les experts, ça ne fonctionne pas. Et donc là, c'est en train d'être révisé, ou en fait, celle-là a été. Et ce que j'ai compris, puis ce qui est un peu l'inverse de ce que tu énonçais, Isabelle, c'est qu'en fait, on renforce le bâton, là, quelque part. On va mettre des plus grosses pénalités en se disant, si on les emmerde assez, pardonnez mon français, ils vont bien finir par en faire des logements, puis notamment des logements sociaux et abordables, qui est vraiment l'obsession. Comment, je veux dire, j'ai envie de me mettre dans leur tête, là, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a personne là-dedans qui veut faire le mal. Assurément pas. Mais c'est quoi what's the logic? Honnêtement, je leur ai posé la question, parce que lorsqu'ils sont arrivés avec la révision parce que dans le fond, ils ont fait le bilan du règlement métropole mixte. 86 logements en 200. Mais ils vont dire que c'est plus qu'il y en avait eu sur une même période donnée. Cela étant dit, ce qu'on leur a expliqué, c'est que disons que timing is everything, qu'ils disent. Mais actuellement, là, c'est vraiment pas bon. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est que ça va être repoussoir, bien entendu, pour encore les développeurs plus. immobiliers qui se disent, déjà à Montréal, là, on a des redevances. On a en plus de ça l'obtention des permis
qui est pas simple, puis vous allez venir m'ajouter en plus de ça, taxes, là, c'est une taxe indirecte. Même pas. Quand c'est pas 12 citoyens qui voient plus le parc, qui s'opposent à la construction. Puis le pas dans ma cour. Le pas dans ma cour, tu sais, avec des CCU, c'est même ça s'appelle? Oui. CCU, je sais pas quoi. Là. Écoute, j'ai parlé à un promoteur immobilier la semaine passée, puis il a fini sa dernière construction sur l'île de Montréal, puis il m'a dit, Philippe, plus jamais. Ouais. Jamais. Tu sais, il préfère aller, tu sais, il parlait de la Côte-Nord. J'ai d'autres sons de cloche, mais Isabelle... Mais disons que c'est très t'entends repoussoir. ça aussi? C'est pas juste dans la tête à fil? Non, pas du tout. Puis c'est pas que dans ses oreilles non plus. Actuellement, on l'entend. Moi, je suis en lien vraiment avec les gens de la ville. On essaie de trouver comment est-ce qu'on peut arriver avec... Nous autres, on a demandé, attendez avant de réviser là. Attendez. C'est pas bon actuellement de le faire. C'est pas fait. Donc, comme je te dis, je suis pas ça va le passer jour par le jour, mais... 18. Donc, au conseil municipal. Oui, okay. c'est ça. Donc, selon le moment où vous écoutez ce segment, c'est passé ou pas. Exactement. Est-ce que ça se pourrait que ça passe pas? Ça se pourrait que ça passe pas. Ça se pourrait qu'ils prennent un peu de temps pour regarder la chose un peu plus longuement. Sous un autre angle. Et c'est ce qu'on les invite à faire très rapidement. On parle un petit peu de 2024 rapidement. Oui. Il y a un rapport de Royal Lepage qui a été publié ces derniers jours qui dit que, on parle le taux directeur, tu l'as un peu évoqué, ça régit du côté des développeurs, du côté des ménages aussi, le coût de toute cette opération là, de fabriquer puis d'acheter des logements. On parle donc ce taux-là pourrait baisser. Puis donc, Royal Lepage nous dit, si ça baisse, là, en tout cas, quand ça baisse, mais que le prix des maisons pourrait repartir pas fortement à la hausse, mais il parle d'une hausse de plus de 5 C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Honnêtement... Je savais pas comment... Moi qui est propriétaire, je suis comme, 5 mais pour l'abordabilité, pour les coûts, pour un paquet d'affaires, est-ce que... C'est des sommes supplémentaires, ça aide pas à... Ça aide pas, donc. Ça aide en rien les nouveaux acheteurs, on va se le dire. Ça aide en rien à l'accessibilité de la propriété. Ça aide en rien. Je dirais ça comme ça. Pour moi, là, il y a deux choses. Tantôt, tu parlais, il faut que tout le monde puisse s'asseoir, il faut qu'on puisse avoir une vraie discussion. On a formé un groupe, le groupe des 21, en juin dernier, qui demandait au gouvernement du Québec et à François Legault, qui est le premier ministre, de dire, OK, là, on a besoin de tout le monde s'asseoir. Ça prend une stratégie qui est concertée, qui est réfléchie. On veut faire partie de la solution. Cette sortie-là, on l'a faite avec les gens de Centraide du Grand Montréal. On l'a faite avec des acteurs communautaires. On l'a fait, bien sûr, avec des acteurs de l'industrie. C'était formidable de voir que tout le monde voulait se concerter là-dessus. On est 6 mois plus tard, puis j'ai pas eu d'accusé-réception encore du bureau du premier ministre du Québec. Il est très occupé. C'est un peu triste. Mais pour moi, 2024 il a pris le temps de se voter une augmentation de salaire. Ça, c'était important avant la fin des travaux, c'est ça. Mais pour moi, 2024 doit être vraiment l'année de la relance. Bon. Si on veut arriver à combler les retards qu'on a eus, on attendait... Et on l'attend vraiment impatiemment. Le plan de la ministre Duranceau aussi, qui nous avait dit, soyez patients, laissez-nous travailler, on va vous présenter un plan d'habitation. Ce que je comprends, c'est qu'on ne l'aura pas avant les fêtes, mais chaque semaine qui passe, c'est une semaine où on se retarde justement d'aller vers les objectifs. Donc moi, ce que je nous souhaite pour 2024, c'est que ça puisse être enfin la relance pour permettre justement aux développeurs de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire construire des toits, puis ça pourra pas se faire sans eux. Donc, j'espère qu'on va faire partie de l'équation, tant pour les villes que pour les gouvernements supérieurs, qu'on puisse continuer à dialoguer, mais surtout arrêter de placoter puis arriver avec des actions concrètes. Elle est bonne, Isabelle Melançon. Un retour en politique? Savez-vous quoi? Non. Il paraît que Valérie Plante est fatiguée ces temps-ci, peut-être que... Oh, non, je vous arrête là tout de suite. Il y a surtout le Parti québécois qui magasine en tabarouette en ce moment. Mais je vous le dis, je suis une femme heureuse et comblée. Tu en as l'air. Je me suis fait prendre à mon propre jeu, je dois vous le dire comme ça, quand j'ai commencé, puis je me rappelle, ça faisait quelques jours à peine que j'étais en poste la première fois que je suis venue vous voir. Puis je me disais, OK, j'ai une courbe d'apprentissage qui est assez majeure devant moi. J'adore ce que je fais. J'adore travailler avec des gens qui sont
des gens d'affaires, des entrepreneurs, des gens qui remettent leur maison, là, leur hypothèque de maison, là, ils réhypothèquent Pour financer leurs pour projets, pouvoir là, financer des projets actuellement. Ce sont des gens de cœur qui bâtissent des quartiers, qui bâtissent des milieux de vie. Du monde formidable avec qui j'ai un plaisir de travailler. On les salue tous et toutes. En tout cas, merci Isabelle Melançon. Merci encore. Merci à vous. PDG de l'IDU d'être avec nous. Puis joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, beaucoup de santé. Yes. D'abord et avant tout. Puis souhaitons-nous de la prospérité pour permettre justement des logements. À bientôt. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On a appris ces derniers jours qu'un des principaux distributeurs du monde de la bière au Québec, Transbrou, s'était placé sous la protection de ses créanciers. Il y a un de ces créanciers-là qu'on connaît. C'est un habitué de l'émission. On s'est dit qu'on allait lui demander comment ça allait. Fin d'année, comme ça, mi-décembre, c'est Noël pour tout le monde. Paul Brisset, patron de la microbrasserie L'Alchimiste. Comment vas-tu, Paul? Ça va bien, les gars? Ben oui, t'es tout sourire, en tout cas, c'est assez rassurant. Ben oui, écoute, tu sais, vous le savez, on en a parlé dernièrement abondamment, même de l'industrie, que c'est moins facile, puis vous en parlez précédemment aussi, mais tu sais, dans la vie, quand tu as des obstacles, ben je pense que tu as deux choix. Tu peux te mettre en petite boule, puis rien faire, ou tu te ressources les manches, puis tu regardes le positif de ça, puis tu vas de l'avant. Puis donc, toi, là, ce qu'on a lu dans les journaux, on va s'en tenir aux faits. Ce qu'on a lu dans les journaux, là, c'est que selon tes estimations, selon la poursuite qui a été déposée, il y a un montant là, de 1,2 million. Est-ce que c'est ça que j'ai lu? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça que tu as lu. Ça a été confirmé même par Transbrou qui ont déposé les créanciers la semaine passée. Fait que ceci est un fait. Oui, c'est un fait, c'est vraiment ça. Puis je n'en démarre pas non plus, c'est vraiment ça. Comment on survit à ça, un trou de 1,2 million dans son budget comme microbrasseur? Écoute, c'est sûr que c'est pas évident. Puis tu sais, c'est long parce qu'on se parle aujourd'hui. Puis tu sais, aujourd'hui j'avais un meeting avec mon comité de direction parce que ceux qui me connaissent, je suis toujours je suis positif. Puis comme je disais, je suis toujours en train de trouver le positif d'une situation. Mais en même temps, tu sais, je dis on va passer au travers, mais comme je disais à ma gang, je dis ça va peut-être graffiner un peu. Fait que c'est sûr que tu sais, en tant qu'entrepreneur qui manque un peu d'argent, qui manque beaucoup d'argent dans son compte, faut que tu regardes tous les dollars qui sortent. Il faut que tu reportes certains projets. Faut que tu priorises vraiment. Tu sais, comme vous savez, là, vous connaissez le monde des affaires. Puis et chaque département, tu les impliques, tu leur donnes des budgets, etc. Mais les autres, ils gèrent leur budget dans leur département. Mais après ça, ils n'ont pas tout le temps la big picture, comme on dit. Fait que là, c'est vraiment ça. C'est vraiment, écoute, peut-être qu'un département, il est moins priorisé par rapport à l'autre. Fait que là, il faut vraiment y aller au peigne fin. Il faut vraiment faire ça au niveau à l'interne, ce qu'on peut contrôler, mais aussi on a pris des bonnes décisions au niveau commercial déjà. Puis nous, on est parti le 8 novembre, puis mais en même temps, on avait préparé notre sortie, puis maintenant, c'est ça qui est drôle, je disais à ma gang, même à l'automne, je veux vraiment qu'on ait une solution de distribution moderne. C'est-à-dire, la microbrasserie, elle a changé beaucoup, là, on en parle beaucoup. Puis avant la pandémie, c'était en croissance, la pandémie, ça a explosé, post-pandémique. Si vous en parlez, l'inflation, on a moins d'argent, on est moins dans la découverte. Fait que moi, je me disais, puis même les solutions de distribution, il fallait aussi, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs à servir le détail, servir les dépanneurs spécialisés, les épiceries, versus les dépanneurs spécialisés, versus la consommation sur place. Fait que j'ai eu la chance, pour vrai, je suis vraiment content. On a vraiment s'entouré maintenant de 2 partenaires, un de courtage, un de représentation alimentaire, puis un de distribution qui sont, selon moi, pas mal les sommités dans ce qu'ils font. Fait que déjà, on a eu, le mois de novembre a été dur, je veux dire qu'on a eu bien des commandes. Mais depuis 3 semaines, pour vrai, la machine est repartie, on est ses tablettes, nos tablettes sont remplies, on a quand même une distribution provinciale. Fait que vraiment, à ce niveau-là, ça nous donne confiance pour la suite des choses, mais c'est sûr qu'à court terme, il y a des moyens à prendre pour passer au travers.
Paul, je te sens combatif, en fait. Puis j'aime ça. Non, mais tu sais, c'est à ça que tu t'attends un entrepreneur. Là. Tu sais, on devient des chats. Là. Tu sais, on a cette vie. Tu sais, dans le sens où c'est un coup, mais j'ai comme l'impression que tu es lucide dans tes décisions. Ça va être tough. On va passer à travers. Il y a un plan d'action. Tu sens-tu que ton comité de direction, tu l'as en arrière de toi? Ou, sans nous donner des secrets, puis on veut pas non plus, mais est-ce que, tu sais, les gens sont-ils inquiets? Tu sais, ça se fait comment de gérer une situation comme ça? Ben, t'as bien raison. C'est sûr qu'ils sont inquiets, tu sais, dans le sens, inquiets à la base, mais je pense qu'à date, moi, j'ai toujours été transparent dans ma façon de travailler, puis avec le comité de direction. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu sais, moi, j'en ai déjà vu qu'ils gardent tous les chiffres pour eux, puis ils partagent pas de temps, mais tu sais, on a un comité de direction vraiment impliqué, puis tu sais, ils les comprennent, les chiffres, puis je pense qu'ils comprennent aussi qu'on s'en va à une belle place aussi avec nos nouveaux partenaires. Fait que, moi, j'aurais dit Q1, là, ça va vraiment être dur. Fait il y a de l'inquiétude, mais en même temps, c'est comme aujourd'hui, je peux dire, la réunion a fini, puis tout le monde est comme ça, tu sais, il y en a un qui est notre maître brasseur, le chef brasseur, il a dit, Paul, on est avec toi, puis on va y aller, tu sais. Puis, c'est le fun de sentir que tu as une équipe qui soutient. Puis, on a pris des bons gestes, même dernièrement. Il y a certains départs qui sont faits dans notre équipe, aux opérations. Puis, tu sais, que encore une fois, on était peut-être, c'était peut-être un, tu sais, quand ça va bien, des fois, t'es un peu trop de gras, comme j'aime bien dire, tu sais, tu pads, tout ça, mais là, on est vraiment dans un mode, OK, ben, chaque dollar compte, comme j'ai dit, fait qu'il y a des départs qu'on remplacera pas tout de suite, c'est l'hiver, c'est un peu moins de volume, fait que tu sais, je pense que l'équipe est vraiment, comprend ça, tu sais, la semaine prochaine, on a notre party de Noël, mais en même temps, on fait un meeting d'équipe, puis tu sais, je vais être très transparent avec l'équipe, tu sais, il y a pas de cachette, ils ont vu les journaux, puis je veux dire, c'est quand même... au moins, la bière coûte pas cher. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est ça. Fait que pour vrai, on a une bonne équipe. Je le dis, ça sera pas facile. Là, quand je dis que ça va graffiner, oui, il y a des choses qu'on retarde. Déjà, on a mis quelques projets qu'on a reportés. Encore une fois, il faut penser à... OK, oui, le premier quart, mais aussi au mois d'avril, on les connaît, les cycles, nous autres, dans l'industrie, au mois de mars, avril, ben, tu bâtis ton inventaire pour la suite. Fait il va falloir travailler aussi avec des fournisseurs qui vont comprendre, qui vont vouloir collaborer avec nous. Puis, j'avais le choix. Là, pour moi, on a le choix. On a dit, ben écoute, est-ce qu'on se dit, ben on baisse les bras puis on oublie, ou, ben tu sais, Philippe, tu le sais, en tant qu'entrepreneur, on est comme, OK, ben là, non, c'est pas vrai, parce que, puis je vous l'avais déjà dit quand j'étais venu vous voir, notre business, ça va bien. Oui, en cette période-là d'inflation qui est moins facile, nous, alchimistes, on est quand même une bonne place. On est dans notre gamme qu'on appelle authentique, on a des produits simples, faciles à comprendre, qui sont de qualité et qui sont stables. Je pense que le consommateur l'a compris et le comprend de plus en plus. Fait que nos ventes sont en croissance. Il suffit de continuer dans cette direction-là puis de les mettre encore plus visibles aux consommateurs pour qu'ils les prennent. Je reviens de Bécomo. J'étais avec André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras. On parlait de toi, Paul. OK. Mais je blague, mais à un moment donné, en 2021, 2022, je pense qu'il y avait plus de 300 microbrasseries au Québec. C'est sûr que c'est pas le fun ce qui vous arrive en ce moment, mais est-ce que tu vois du bon là-dedans, comme une forme d'assainissement de l'industrie? C'était un peu la thèse d'André, là, sans vouloir le stouler là, sur ses points de vue personnels. Ouais. Ben, tu sais, il y a, pour pas te corriger, mais il y a 333 permis. Ben, c'est ça, OK, voilà. Il est en hausse de 3, il est à 315 l'année passée. Ça continue d'augmenter. Oui, parce que, encore une fois, c'est la libre concurrence. On peut pas... oui, mais là... empêcher de donner des permis. L'économiste en moi est inquiet. Là. Quand vous allez être rendu 4000, là, il va y avoir moins de revenus marginaux par micro. Là. Ce que je dis souvent, Francis, c'est une recalibration qu'on a besoin. La pandémie, elle a embrouillé la vue de tout le monde. On a comme estimé que beaucoup de consommateurs étaient devenus des immenses fans de micro, alors qu'ils étaient plus dans la découverte de produits québécois dans le temps, parce qu'il y avait beaucoup de temps et il y avait beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de brasseries qui se sont dit, ben, OK, c'est pas si compliqué que ça, vendre au détail en épicerie, parce que les produits, quasiment, ils sortaient tout seuls des tablettes. Mais là, on s'entend que c'est plus la même chose. Au niveau de la recalibration de l'industrie, il y a une microbrasserie sans nommer qui vient d'ouvrir au lac Taureau, à Saint-Michel-des-Saints, dans le nord de la Naudière. Ben moi, il n'y en avait pas de microbrasserie dans le village. Est-ce qu'ils vont réussir? Mais il y a des bonnes chances. Mais ce qu'il faut qu'ils fassent, ce qu'ils sont en train de se faire, c'est
c'est l'espace tablette en épicerie qui est en train de se rationaliser. Il va y avoir à peu près 10 à 20 brasseries, puis des brasseries locales qui vont être dans les épiceries, mais si une brasserie est la microbrasserie de son village, de sa ville, une implication locale, moi, je crois qu'il y a de la place pour ça. Parce que moi, ce que je dis, c'est la taverne des temps modernes. Nos parents, ils allaient dans des tavernes, ils buvaient de la Molson ou de la 50. Mais maintenant, ils vont dans la microbrasserie. C'est un peu la taverne est le perron de l'église, que j'aime bien dire. Là. C'est la saveur locale. S'il y a une micro qui est là, puis qui vend localement, qui fait découvrir des bières fraîches sur place, qui est impliqué dans la communauté, pourquoi pas? Le chiffre exact, ça reste à voir, mais c'est plutôt le style de brasserie. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont pris dans le milieu présentement entre la micro de quartier et de village versus la micro qui est pas semi-industrielle, mais qui est plus automatisée un peu, mais qui fait encore des bières artisanales, qui a plus de capacité. Il y a des micros dans le milieu qui sont... Il va falloir qu'ils décident où ils s'en vont en tant que tel. J'ai une question pour toi, Paul, concernant la bière sans alcool. Il y a une augmentation. La SAC, la Société des alcools du Québec, a dit qu'il y a une augmentation de 37 % des ventes du sans-alcool. Tu le sens-tu, toi, au niveau de la microbrasserie? Parce que moi, by the way, j'ai adoré, moi je bois pas, là, mais j'ai adoré tes deux bières, en tout cas les deux que moi j'ai goûtées. Mais oui, on le sent, puis pour vrai, c'est drôle, aujourd'hui, j'avais une discussion avec le directeur de commercialisation, puis on parlait de nos planos, là, comment on place les canettes en magasin, puis je disais, est-ce qu'on met de la sans-alcool dans notre section? Parce qu'on le sent. Là, nous, on a lancé 3 sans-alcool, on sort la blonde puis la blanche début de semaine prochaine. Fait que oui, on va avoir 5 produits sans alcool. Je pense qu'il faut que ça fasse partie de ton portfolio. Il y a vraiment, autant il y a des gens tu le sais, Philippe, qui boivent pas d'alcool, de plus en plus, je pense, mais il y a aussi beaucoup de gens qui boivent en partie. C'est-à-dire, OK, je vais en prendre une avec alcool, une sans alcool. C'est un nouveau comportement de consommateur que moi, j'observe. Puis, je pense qu'on le voit de plus en plus. Puis, il y a de plus en plus de bonnes bières sans alcool. Avant, on se rappelle, c'est pas si bon que ça, sans les techniques de fabrication, mais il y a des techniques de fabrication plus raffinées qui se font pour la sans alcool qui fait que la bière, elle ressemble beaucoup plus aux produits avec alcool, qu'on connaît avec plus on appelle ça l'alternalcool. Oui, selon Éducalcool. Je pensais pas que moi j'allais apprendre de quoi à Paul Brisset à soir. Mais écoute, merci Paul d'avoir été avec nous. En tout cas, je vais te dire une affaire, j'ai lu ça moi, puis on t'avait accueilli à l'émission, puis tu sais, c'est jamais le fun d'entendre un de nos amis, un entrepreneur là, qui est en difficulté, mais en tout cas, je vais au moins te lever mon chapeau pour ton attitude face à tout ça. Merci. Je connais pas tes chiffres, puis je suis pas, je partage peut-être pas ton insomnie, là, mais en tout cas, c'est assez rafraîchissant de t'entendre malgré la tourmente. Bon courage à toi et ta gang, joyeuse fête, puis merci d'avoir été à l'émission. Merci les gars, vous m'inviterez au mois d'avril, puis je vais vous donner l'update d'avril-mai. It's a date. Voilà, bonne fin d'année à tout le monde, bonne fête, puis on se retrouve donc le 12 janvier pour notre prochain épisode live à la télé, mesdames et messieurs. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.